Bonjour et bienvenue sur Skyrock PLM et plus particulièrement sur ce nouveau focus. Cette fois, c'est la gestion spécifique du milieu grand froid par nos armées que nous allons vous faire découvrir grâce à un entretien avec le chef de corps de l'école militaire de haute montagne ou EMHM. Alors effectivement, on vous parle régulièrement des opérations menées en hiver en Estonie, en Roumanie, sans oublier des exercices en zone proche des pôles impliquant nos armées. Elles sont alors confrontées à ce milieu très exigeant que représente le milieu grand froid. La France s'est forgée une expertise reconnue dans ce domaine, principalement grâce à une école qui forme ses militaires à cet environnement hostile, l'école militaire de haute montagne de l'armée de terre. Bonjour colonel, vous pouvez vous présenter? Je suis le colonel Gaëtan Dubois, je commande l'école militaire de haute montagne qui est localisée à Chamonix et à Modane. Quel est le rôle de l'EMHM? L'école militaire de haute montagne, c'est le centre d'excellence, le montagnier grand froid des armées, et elle forme tous les cadres spécialistes de ces domaines-là, de la 27e brigade d'infanterie de montagne et des autres unités des armes. Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Nous, on enseigne et on entraîne ceux qui viennent chez nous donc à se déplacer, à stationner et à combattre dans les milieux montagneux, montagnes chaudes, montagnes froides et dans le grand froid. Finalement, le grand froid, c'est quoi pour des militaires? Le froid a un impact crucial sur les opérations. Outre les effets de l'adversaire, comme un ennemi invisible et permanent, il met à l'épreuve les combattants, l'armement, les équipements et la manœuvre. À partir de 4 degrés permanents, on parle d'opération en zone froide et on distingue le grand froid à partir de moins 21 degrés permanents. Cette classification est étroitement associée à la géographie puisqu'on retrouve les conditions d'opération en zone froide en hiver en Europe continentale et des conditions de grand froid dans les zones polaires, subpolaires et en haute montagne hivernale. Vous formez combien de soldats dans votre école à Chamonix? On reçoit à peu près 700 personnels par an pour le volet formation et 1200 personnels par an pour le volet entraînement, aguerrissement. Avec les déploiements actuels de l'armée de terre et des soutiens interarmés sur le flanc est de l'Europe, notamment en conditions hivernales, les engagements en zone froide ne concernent pas que les unités spécialisées. Il est indispensable que l'ensemble de nos forces soient en capacité d'opérer dans des conditions hivernales marquées, telles qu'elles peuvent être rencontrées en Europe continentale. Par conséquent, l'armée de terre a confié à l'école militaire de haute montagne la responsabilité de diffuser des savoir-faire zone froide, toutes armes, au moyen de différentes formations. Tout d'abord, formation de formateurs au profit des forces terrestres, des soutiens interarmés et également ouverte à l'armée de l'air et de l'espace et à la marine nationale, avec cette année la participation de 2 officiers mariniers à ce type de stage. Alors colonel, pour vivre et combattre dans le grand froid, on est bien équipé en France? Pour le grand froid, on est équipé, l'armée de terre est prête, on est équipé et prêt à s'engager dans les zones où il pourrait y avoir un besoin opérationnel. Nos équipements, ils nous permettent de nous engager en zone polaire, en zone subpolaire ou en haute montagne en conditions hivernales. On englobe quoi dans les équipements? D'abord un camouflage particulier pour un terrain enneigé et ensuite des équipements de protection au froid notamment. Ça peut aller jusqu'à 7 couches. L'équipement du combattant, c'est surtout une question de multicouches. Et ça, c'est une notion en fait qui est partagée par tous les pays qui ont l'ambition d'avoir des vraies capacités pour s'engager dans ces zones de grand froid. Pour s'acclimater au grand froid, il faut un cursus particulier? D'abord, il faut être formé. Ensuite, on s'entraîne. On s'entraîne en France, dans les Alpes, en conditions hivernales. Et on fait avec nos alliés, on participe aux grands exercices de l'OTAN dans les pays scandinaves. Comment on devient opérationnel dans le grand froid? Ce qu'il faut de plus par rapport à un soldat de l'armée de terre, il s'agit de s'entraîner, de se confronter au milieu. Ce qu'on fait dans nos garnisons, dans les Alpes françaises, et à l'étranger, dans les zones où on va s'entraîner avec nos alliés. Il y a une bonne technique pour s'acclimater au froid? Je vais dévoiler nos secrets. On confronte les gens au froid progressivement, dans le cadre de la formation. On les équipe convenablement et ensuite on peut les déployer. Alors pour donner quelques exemples concrets sur l'emploi des armes, le froid, ça change les choses? Alors le froid, ça change des choses. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est dans des températures très négatives, le métal est collant. Il ne faut pas poser une main nue sur un fusil quand on est dans le grand froid. Comment vous les entretenez justement? L'utilisation de lubrifiants pour armes adaptés aux températures spécifiques. On utilise les produits d'entretien de l'armement différemment dans le grand froid de ce qu'on peut faire dans un environnement plus classique. Autre aspect pratique concernant la gestion de l'énergie, que ce soit pour les piles ou les batteries qui n'aiment pas le froid, comment est-ce qu'on peut faire?
Si on parle d'équipement électrique, on étudie l'utilisation particulière de panneaux solaires jusqu'au plus bas niveau, jusqu'au niveau du combattant individuel ou du groupe. On regarde aussi l'utilisation d'éoliennes. On a vu que parfois ça pouvait quand même bien souffler. On travaille aussi sur nos procédures. Comment moins consommer ou alors comment emporter plus de logistique. Pour vous, c'est quoi l'entraînement le plus marquant qui vous vient à l'esprit? À l'échelle de l'armée de terre, ce sont les grands exercices de l'OTAN, Cold Response ou Nordic Response, qui se passe dans le nord de la Norvège, au nord du cercle polaire arctique. Là, on est vraiment sur l'événement marquant en termes d'entraînement. On demande quoi lors de ces exercices? Alors, ce qu'on demande à l'armée de terre et ce qu'on nous demande à nous le plus particulièrement, c'est de déployer une unité de la taille d'un groupement tactique, de l'ordre de 400-500 soldats, avec les composantes interarmes, les différentes spécialités. Et on travaille avec nos alliés sur un exercice de haute intensité. Et les femmes et les hommes de la 27e brigade d'infanterie de montagne, ils ont quoi de spécifique par rapport aux autres unités de l'armée de terre? Alors ils ont des spécificités dans leur formation et dans leurs compétences. On apprend à nos hommes et nos femmes à skier, à savoir secourir quelqu'un qui est pris dans une avalanche, maîtriser le risque d'avalanche. Et ça les distingue des unités non spécialisées. Voilà, on arrive à la fin de ce focus. Vous l'aurez compris, vivre et combattre en milieu grand froid ne s'improvise pas. L'école militaire de haute montagne, première école du genre créée en 1932, représente le pôle d'expertise des opérations montagne et grand froid. Elle forme et entraîne prioritairement les soldats de montagne, mais apporte aussi les fondamentaux aux unités non spécialisées, ainsi qu'aux autres armées françaises et étrangères alliées. Cette expertise est reconnue et c'est ainsi que s'est tenu le premier sommet international des troupes de montagne, les 12 et 13 février à Grenoble, un événement de rencontres et d'échanges entre opérationnels et industriels français et étrangers autour des problématiques montagne chaude et froide et évidemment de grand froid. Ce sommet a ainsi rassemblé autour de la 27e BIM plus de 15 délégations étrangères dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l'arc alpin, de la Scandinavie, les Émirats arabes unis, la Jordanie, ainsi que les centres d'excellence de l'OTAN. Moi, ça m'a donné envie d'aller au ski quand même, mais j'avoue que je vais encore plus apprécier le confort de l'après-ski et je vous dis à bientôt pour un nouveau focus.